Europe 1. En France, environ 400 000 personnes sont victimes d'erreurs médicales. Les soignants font face à de mauvaises conditions de travail et à un rythme toujours plus intense. Ces facteurs augmentent le risque des fautes professionnelles. Accouchement forcé, mauvaise prescription de médicaments, faux diagnostic ou encore faute chirurgicale, une erreur médicale peut briser une vie. Du jour au lendemain, des patients se retrouvent handicapés. Comment se relever d'une erreur médicale violente ? Et par quels moyens pouvons-nous nous adapter à un nouveau mode de vie radical ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Nathalie. Épileptique, elle doit prendre de la dépakine quotidiennement. Sous le contrôle de son médecin, elle continue son traitement durant sa grossesse. Mais ce médicament aura de très graves conséquences sur son enfant. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Au début, c'était très difficile parce que les médecins, au départ, nous disent que c'est un enfant handicapé, mais on ne sait pas du tout comment il va évoluer. Est-ce qu'un jour il va marcher ? Est-ce qu'un jour il va parler ? Comment il va se développer ? Ça, c'est l'inconnu, en fait. C'est surtout ça. C'est bien. Autant on se prépare pour avoir un enfant, autant un enfant handicapé, on n'est pas prêt du tout. Et c'est quelque chose qui bouleverse la vie. Nathalie est épileptique depuis sa naissance. Son état de santé est stabilisé grâce à la dépakine, un médicament sur le marché depuis 1967. En 2005, elle envisage avec son mari de fonder une famille. Mais comme le couple ne parvient pas à avoir un enfant sans aide médicale, il s'oriente vers une fécondation in vitro. Dès le début du traitement, Nathalie informe les médecins de sa prise quotidienne de dépakine. Cette épilepsie, ce sont des convulsions. Je fais peu de crises, mais j'ai besoin du traitement. Dès que j'arrête le traitement, je refais une crise, en fait. Pendant la PMA, vous les informez, ces médecins, de votre prise de dépakine ? Oui, même avant la PMA, puisque j'ai un gynécologue. Oui. À qui je pose la question et que j'interroge. Il sait que je suis sous dépakine, puisque c'est marqué dans mon dossier médical. D'accord. Et lui me dit, effectivement, non, avec la dépakine, le seul souci, c'est un risque de malformation du tube neural, qui s'appelle un spina bifida. Ça sera détectable aux échographies. Et en fait, mon médecin traitant me dit la même chose. Pendant la grossesse, tout se passe bien ? Pendant la grossesse, tout se passe bien, il n'y a pas de malformation. Donc moi, je me dis, je suis rassurée, puisqu'on m'en parle que de malformation, tout va bien et j'ai une grossesse plutôt sereine. Vous aviez lu les notices de la dépakine ? Bien sûr. À aucun moment, il n'y a la moindre indication, contre-indication en tout cas pour une femme enceinte ? Non. Dans la notice, il était marqué qu'en cas de projet de grossesse, consultez votre médecin. Ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait. Mmh. Mon médecin m'a dit, il n'y a pas de risque avec ce médicament. Esteban naît donc en 2006. Quelle date ? Le 25 mai. Le 25 mai 2006. Oui, c'est un bébé tout à fait normal à la naissance, à part cette hyperlaxité qu'on va constater au niveau de ses doigts, une grosse hyperlaxité, mais sinon, tout va bien. À quel moment vous commencez, Nathalie, à percevoir qu'Esteban est différent des autres enfants ? On commence à le percevoir durant sa première année. Sa première année où Esteban est très hypotonique, il bouge pas, il prend pas les objets. C'est un enfant calme, trop calme. Il se passe pas grand-chose. Alors le pédiatre qui voit Esteban me dit, mais c'est un garçon. Les garçons, ça se développe plus lentement que les filles. Donc, il faut patienter et ça va venir. Et effectivement, ça vient pas. On le ramène chez le pédiatre et là, il nous dit il faut aller voir un neuropédiatre. Donc là, le temps de rendez-vous, c'est presque à l'âge de 2 ans. On va voir le neuropédiatre qui, là, diagnostique un retard de développement global. On ne sait pas si Esteban va marcher, va parler, on ne sait pas. Là, c'est tout, tout tombe, ça bouleverse tout parce que ça nous tombe dessus et on n'est pas préparé. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. On est complètement anéanti en fait par la nouvelle. Bien sûr.
Est-ce que, à cette époque, vous faites la moindre relation entre les difficultés d'Esteban et la prise de Dépakine? Alors, en tout cas, je pose la question au médecin, et notamment au neuropédiatre qui voit Esteban, et lui me dit non, c'est pas la Dépakine, c'est forcément un autre problème, on va faire des tests génétiques, on va faire une IRM, on va voir ce qui se passe, et il n'y a rien à ces examens, il n'y a absolument aucun problème qui pourrait expliquer les troubles d'Esteban. Et du coup, on était tellement dans les soins qu'on avait le nez dedans, et qu'en fait, on cherchait pas à savoir d'où ça venait. Mais de votre point de vue, est-ce qu'on savait, au niveau du corps médical, qu'il y avait un problème avec la Dépakine? Alors, de mon point de vue, je pense qu'on savait, parce que en 2006, la notice à l'attention des médecins a changé, puisqu'il y a une notice patient et une notice médecin. Et on indique en 2006 qu'il y a des problèmes de troubles neurodéveloppementaux, et après, le médicament sera déconseillé à la femme enceinte. L'année de la Donc, naissance... l'année de naissance d'Esteban. Donc, je pense que les médecins qu'on est allés voir après savaient, mais ils ne font aucun commentaire. Esteban marche. Esteban. Pendant 10 ans, Nathalie et son mari Christian vont vivre sans savoir de quoi Esteban souffre. C'est à la lecture d'un article de presse en 2015 que Nathalie va apprendre que la Dépakine est mise en cause dans des milliers de cas d'enfants exposés aux médicaments pendant la grossesse. Bien, Esteban, ouais, bravo. T'as vu là-bas, regarde, il y a des petits canards, regarde là-bas. Tu les vois où, les canards? Là. Ah ouais. Je lis l'article et dans l'article, on parle effectivement d'un enfant avec des troubles. Et là, le lien se fait instantanément. Immédiatement. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi personne m'a rien dit? Donc là, on est dans un deuxième état de sidération où on se pose plein de questions, on dort pas pendant des jours et des jours parce que c'est très difficile d'accepter de nouveau puis il y a un sentiment de culpabilité. Pourquoi? C'est moi qui ai pris ce médicament. Voilà, donc effectivement, ce sentiment, il est là, il est présent. Et puis après, on se met en action encore pour essayer justement de se déculpabiliser un petit peu et de se dire, c'est pas moi, mais je vais agir pour m'aider en fait à sortir de tout ça, parce que c'est vrai que c'est difficile. Christian, vous avez dû avoir un rôle important à ce moment-là pour votre femme vis-à-vis de cette culpabilité. Je lui ai dit de pas culpabiliser parce que c'est pas de sa faute. Elle prend un médicament, on suit l'avis du médecin. Pour nous, le médecin, c'est celui qui sait. Il a le Vidal, il a fait des études, il connaît les médicaments, il sait ce qu'il faut prescrire. Voilà. Mais très vite, on va se rendre compte qu'en fait, en parlant avec d'autres familles, on se rend compte qu'en fait, très vite, le laboratoire savait. C'est le laboratoire qui est en depuis question. les années 80. Et effectivement, là, par contre, on se dit, moi, j'en veux surtout au laboratoire parce que eux savaient, ils auraient dû mettre en conformité la notice, ils auraient dû alerter. Et simplement pour de l'argent, ils ont caché l'information de manière à se faire de l'argent. Puisque vous êtes pratiquement 600 000 personnes souffrant d'épilepsie, donc c'est un marché. Ah oui, c'est un marché, oui. Ce médicament est commercialisé depuis 1967 et dans les débuts des années 80, il y a eu des études scientifiques sur les troubles neurodéveloppementaux. Oui. Chez les enfants, pendant la grossesse, pourquoi ces informations-là ne sont pas remontées et elles sont remontées quand même 50 ans après. Pendant 50 ans, le nombre d'enfants qu'ils ont empoisonnés, parce que c'est de l'empoisonnement, et le nombre d'enfants décédés, parce qu'il y a des enfants qui sont morts. On parle de milliers, de dizaines de milliers d'enfants. Et ça, c'est révoltant.
On peut que partir en guerre hein, parce que ça touche dans notre chair. C'est vraiment nous, c'est viscéral. Surtout quand on voit certains enfants qui sont handicapés à vie, je les vois sur des fauteuils roulants. Moi, je me dis, c'est pas possible. À cause d'un médicament, je veux dire, nous, ça va, entre guillemets, je dis, Esteban, il s'en sort bien, il est volontaire, il prépare un CAP, donc c'est bien. Mais quand on voit ces enfants qui sont sur des fauteuils, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants, quand les parents seront plus là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'où votre combat aujourd'hui pour que Sanofi paye. En fait, le truc, c'est que Sanofi, on veut leur montrer que c'est eux qui ont causé ces problèmes. Ils ont fait des erreurs, ils doivent les reconnaître. À quel âge tu as appris tout ça? Ma mère, elle me l'a dit quand j'étais un peu plus jeune. Ouais. Et quand j'étais un peu plus jeune, je prenais pas forcément conscience. Non, je pense que tu avais une douzaine d'années. Il y a eu une émission à la télé concernant ce scandale. Et je l'ai regardé avec Esteban. D'accord. Et je me suis dit, c'est le moment de lui en parler et de lui expliquer. Alors, au début... Au début, moi, j'y croyais pas. Parce que je me suis dit, non, je suis pas comme ça, c'est pas possible. Là, quand maman elle m'a regardé droit dans les yeux, j'ai changé de visage. Là, mon visage, il s'est transformé de joyeux à vraiment une tête terrible. Je me suis posé au moins 1 milliard de questions dans ma tête. Ouais. Je me rappelle que tu m'as dit au départ, alors que tu m'en voulais un petit peu au départ. Au départ, oui, je m'en voulais un petit peu à maman. Voilà. De quoi? D'avoir pris ce médicament? Oui. Mais après, tu as très vite compris que c'était... Mais quand j'ai vu un reportage sur Sanofi et sur les médicaments, là, je me suis dit, là, c'est vraiment de leur faute. C'est pas de la faute de maman. Et déjà, qui veulent pas reconnaître ça me crée une révolte intérieure très forte. Ouais. Ils prennent pas conscience de l'ampleur des dégâts qu'ils ont créés. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été privé d'une partie de ta vie? Oui. Déjà, oui, parce que je peux pas faire les choses que j'aurais aimé. Moi, aujourd'hui, je vais être vendeur automobile, ok, mais il faudra que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est fatigant, la fin. Je m'épuise, tous les soirs, je m'épuise. Ouais. Parce que j'essaye de me mettre au même niveau que les autres. C'est vrai. Je suis en CAP vente, ok, mais j'ai toujours des difficultés. Et pourtant, j'ai toujours la tête haute. Tu es courageux? Voilà, je suis courageux. Il faut rester courageux dans ces temps difficiles. Et ne pas abandonner. Si on abandonne, c'est mort pour nous. Voilà, entre guillemets, quoi. Faire entendre sa voix, redéfinir sans cesse les contours d'une vie bouleversée. Les victimes puisent en elles la force qui leur permet chaque jour de faire face aux séquelles de l'erreur médicale. Quand j'étais plus jeune, j'avais des prises en charge. J'allais voir le psychologue, l'ergo. Voilà, j'ai été beaucoup suivie. Allez, on s'installe, Esteban, on va faire les devoirs. Alors, on va regarder, effectivement, sur le parcours militaire de Pétain, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus contraignant pour toi? D'avoir des rendez-vous, tandis que les autres n'en avaient pas du tout. Ouais. Il sort avec un brevet. Tu vois, comme toi, tu as eu ton brevet, lui, il a son brevet aussi, mais d'état-major. Oui, moi, j'ai mention bien. Et ça... C'est une grande admiration d'avoir vu tout ce qu'il a pu accomplir et sans rechigner vraiment, parce qu'à un moment donné, c'est contraignant de pouvoir d'aller dans des prises en charge, de quitter ses copains, de leur montrer du coup qu'on est effectivement différent. Alors voilà, des fois il disait effectivement oui, j'en ai marre, je vais arrêter, mais il continuait et pas pour faire plaisir forcément à ses parents, c'est aussi parce qu'il se rendait compte que ça le faisait progresser. Est-ce que vous avez l'impression que tout cela a gâché une partie de votre vie? Ah oui. Oui, on peut dire parce ça. Que des projets qui ont été remis à plus tard. C'est pas toi. Oui, mais effectivement. Mais je vous pose la question à tous les trois. Oui, mais ça a bouleversé notre vie en fait. Oui, forcément. En fait, ça a changé notre mode de vie, surtout.
Parce que tout est centré autour d'Esteban. On aurait peut-être fait un deuxième enfant, il aurait eu un frère, une petite sœur. Oui, voilà, c'est ça. Un troisième, il aurait c'est qu'effectivement... Voilà, je sais pas, on n'aurait pas eu toutes ces consultations, toutes ces prises en charge. Ça nous permettait d'avoir du temps pour consacrer pour peut-être un deuxième enfant, voire un troisième. Donc c'est sûr que ça a quand même bouleversé pas mal nos vies, quoi. Est-ce que aujourd'hui vous le voyez un jour quitter la maison, être indépendant? Oui, en tout cas, c'est le vœu qu'on formule, de pouvoir qu'il puisse être autonome. Qu'Esteban grandit, nous sommes pas éternels. Nous allons à un moment donné ne plus être là. Et que va-t-il se passer pour lui? Qu'est-ce qu'il va devenir? Comment il va... Voilà, donc effectivement, il faut que nos enfants soient indemnisés de manière à assurer leur avenir et... nous tranquilliser, nous aussi, pour plus tard. Ce mépris n'est plus tolérable. On ne peut plus accepter ce mépris du laboratoire. Là, Sanofi doit payer. À la découverte du scandale sanitaire, Nathalie et Christian ont décidé d'attaquer en justice le laboratoire qui commercialise la Dépakine. Si aujourd'hui le lien entre les malformations et le médicament a bien été établi, les procédures traînent depuis des années et rien ne se passe. C'est une grande première dans une enquête ouverte en 2016. Le laboratoire Sanofi est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'affaire de la Dépakine. Cet antiépileptique n'aurait pas dû être prescrit à des femmes enceintes. Il a entraîné des malformations congénitales graves. Jusqu'à 4000 enfants pourraient être concernés. Une quarantaine de familles accusent Sanofi d'avoir, entre 1990 et 2015, caché des informations concernant les risques liés à cette molécule. Plaisir, on va te voir enfin. Ça fait plaisir. En 2015, Nathalie a rencontré Marine et Guylaine, toutes deux victimes comme elle de la Dépakine et membres de l'association APESAC, qui recense aujourd'hui plus de 8000 enfants touchés. Oui, très bien. Ces derniers temps, les moments ont été durs, plein de combats encore de mener, et puis voilà, enfin toujours, t'as bien suivi, bien sûr, enfin Nathalie, elle suit toujours, mais avec l'ONIAM et le refus d'indemniser les victimes, c'est absolument scandaleux. Et, les victimes, elles grandissent, elles sont majeures, enfin nos enfants, le tien... Il a 16 ans, mais... Il a 16 ans, mais toi, c'est... Voilà, oui, Margot, elle est majeure. Nathan aussi, donc voilà, et c'est maintenant qu'ils ont besoin d'être indemnisés si on veut qu'ils réussissent à avoir une autonomie. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est franchement, c'est David contre Goliath, et effectivement, c'est très dur. Mais nous, on aimerait bien, effectivement, que ça avance et que reconnaissent aussi la responsabilité. Ça nous permettrait, nous, d'avancer aussi dans nos vies, quoi. Ouais. Marine, c'est vous qui, au début, allez donner l'alerte sur la Dépakine. Comment est-ce que vous avez fait le lien entre la Dépakine et vos enfants? En fait, Salomé, elle naît en 99, alors avec un visage un peu asiatique, le nez épaté, la lèvre supérieure fine. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis après, naît rapidement mon fils en 2002, Nathan, et lui, il va naître avec une malformation de la verge, un hypospadias en termes techniques. Et puis par la suite, à l'âge de marcher, il marchait pas, à l'âge de parler, il parlait pas. Donc au début, j'ai pensé à un simple retard. Et puis les troubles autistiques ont commencé. Et là, je me suis dit, c'est plus un simple retard, quoi. Donc j'ai commencé à interroger les médecins. Est-ce que c'est génétique, etc. Enfin voilà. On m'a dit, mais Madame Martin, pourquoi vous cherchez? L'important, c'est qu'il soit bien pris en charge et tout. Mais ça me taraudait. Et donc, tout simplement, en 2009, je tape dans Google « médicaments dangereux pour la grossesse ». Et je vais découvrir que le médicament le plus toxique, c'est le Roaccutane, un anti-acnéique, et que le deuxième, c'est la Dépakine, celui que je prends quotidiennement. Donc je me jette sur ma boîte de Dépakine, j'ouvre la notice à ce moment-là, dans lequel il y avait marqué « Consultez votre médecin ». Ce que j'avais fait. Comme Nathalie. Voilà. Donc moi, je tombe des nues. On m'a menti, on m'a trompée. Voilà, et puis je m'aperçois en cherchant sur Google qu'effectivement il y a déjà eu des procédures judiciaires en 2008 du côté de Tours, et c'est ça qui va me donner en fait l'idée de fonder l'association, parce que tout de suite je vais être scandalisée en me disant mais tous les jours
des enfants naissent sous dépakine, donc potentiellement il y a des dizaines de milliers de victimes, quoi. Ce scandale existe aussi en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Bah moi, quand je suis tombée sur l'association anglaise, enfin moi aussi j'ai été frappée par les photos des enfants parce que c'était la même que mon fils et pourtant c'était des Anglais. Ouais. Presque c'est ce que les mamans me racontent, c'est choquant quand on se rencontre. Nos enfants c'est des clones. Donc donc moi j'ai contacté mes homologues anglaises, après j'ai aidé l'association belge à se fonder, l'association suisse, l'association espagnole. Ça en fait des victimes. Voilà, oui, et en Espagne d'ailleurs depuis même, c'est souvent moi qui renseigne l'avocat espagnol, ils ont gagné en Espagne pour 3 familles. Donc les procès ont été aussi gagnés dans d'autres pays. Contre Sanofi. Contre Sanofi, tout à fait. Pourquoi ils n'ont jamais marqué quoi que ce soit et dans la notice et sur la boîte? Parce que moi, j'aurais jamais pris le risque de prendre ce médicament. Ça tue notre vie, ça tue ça tue la vie de nos enfants. Ils sont dépendants des médecins tous les jours, toutes les semaines, mais c'est un sacerdoce. Pour eux, c'est compliqué. Moi, j'ai un sentiment de culpabilité qui me ronge tout le temps. Oui. Tout le temps. Moi, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, mais va-t'en. Prends une autre femme. Avec une autre femme, tu pourras avoir des enfants sains. Parce que je sentais cette culpabilité que moi je ne peux pas arrêter de traitement. Je n'ai plus de dépakine, j'ai un autre antiépileptique, mais je ne peux pas vivre sans médicaments. Donc souvent je me dis, mais qu'est-ce que t'aurais fait si à 20 ans t'avais appris ça? Moi, j'aurais sûrement pas eu d'enfant, j'en aurais adopté. Il y a plein de moyens différents de devenir parent. Bien évidemment. Mais moi je souhaite pas ce que j'ai fait à mes enfants, quoi. Donc voilà. Quand vous lancez l'association, est-ce que vous avez une estimation ou arrivez-vous à faire une estimation du nombre de familles victimes? Parce que très vite, j'ai commencé à recenser les victimes de manière très précise et on va être à plus de 30 000 sur 50 ans de prescription de ce médicament. Donc c'est des chiffres qui sont gigantesques. On nous parle de l'autisme qui augmente chaque année avec le nombre plus important d'enfants, mais si on arrêtait déjà de donner des médicaments phytotoxiques aux femmes enceintes, on éviterait beaucoup de problèmes. Quand je vois les campagnes qu'il y a eu sur le Covid ou sur l'alcool, on sait les dégâts que font l'alcool sur le fœtus. Pourquoi il n'y a pas des campagnes à la télé pour dire que les médicaments, comme ce type de médicaments, pendant la grossesse... Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est un marché extrêmement porteur, parce que beaucoup de gens consomment des médicaments, les antidépresseurs, parce que c'est la même famille de médicaments, c'est des cousins. Donc voilà. Dans vos rêves, vous rêveriez de quoi demain pour vos enfants, qu'ils soient dédommagés, accompagnés? On voudrait partir en ayant l'esprit tranquille, qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper d'eux après dès qu'on sera plus là. Ouais. Donc c'est pour ça le judiciaire, c'est pour qu'ils puissent payer cet aidant familial qui le fera quand nous on aura 80 ans et puis même avec notre épilepsie, je ne sais pas si on vivra jusque-là. On n'a pas une espérance de vie aussi longue que les autres. Donc on continuera à se battre et puis... J'allais vous demander si vous lâcheriez... Ah non, on lâchera rien. Vous ne me donnez pas cette impression. Non, on lâchera pas. On lâchera rien. Non. Ils nous trouveront sur leur route tout le temps. C'est ça. C'est notre combat et on se le doit, on leur doit. Oui, on leur doit. On le doit à nos enfants. En 2017, le laboratoire Sanofi a été mis en examen au pénal pour tromperie aggravée. À ce jour, l'entreprise a été condamnée à 3 reprises à indemniser des familles. Lors de notre tournage, Nathalie et Christian avaient 2 procédures en cours, au civil et au pénal, pour établir le lien entre la dépakine et les troubles d'Esteban. Esteban, lui, continue son CAP vente et espère vivre en totale autonomie une fois adulte. Le podcast